bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Nous parlerons cette semaine de la situation au Népal, de la réconciliation entre les deux îles de Chypre et bien entendu du sommet à Camp David entre Barack Obama et les pays arabes du Golfe. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée. Les forces spéciales américaines ont tué Abu Sayyaf, un haut responsable djihadiste de l'État islamique en Syrie. Son épouse a par ailleurs été kidnappée. La Commission européenne veut imposer des quotas d'intégration de migrants par pays de l'UE pour soulager la Grèce, l'Italie et Malte, qui doivent faire face à des arrivées massives de migrants sur leurs côtes. La France est opposée au projet. L'ex-président égyptien Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013, a été condamné à la mort par la justice de son pays. Une centaine d'autres accusés, dont des dirigeants des frères musulmans, ont également été condamnés. Le pape François a annoncé qu'il signerait dans un avenir proche un acte reconnaissant la Palestine. Quelques jours plus tard, il a qualifié le président palestinien d'ange de la paix. Après 14 heures de délibération réparties sur 3 jours, 12 jurés ont décidé de condamner à mort le terroriste responsable des attentats de Boston. Bonjour Daniel Chak. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Daniel Eziri. Merci aussi à vous d'être avec vous. C'est un plaisir. Comme je crois 3 semaines que nous sommes entourés de 2 Daniel sur ce plateau. Ça fait beaucoup de Daniel. Beaucoup de Daniel pour décrypter l'actualité. Cette semaine, Barack Obama a réuni à Camp David, on voit la photo derrière vous, les pays arabes du Conseil de coopération du Golfe, pour tenter de rassurer ces pays arabes après la signature d'un accord cadre sur le nucléaire iranien. Quand on voit l'inquiétude israélienne et l'inquiétude arabe sur ce dossier, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont un peu trahi leurs alliés ? Non, on ne peut pas dire ça parce qu'on ne connaît pas encore l'accord et on ne connaît pas les mesures que les États-Unis comptent prendre pour véritablement rassurer. Mais il faut dire une chose, c'est que ce sommet a été très mal préparé. Ce ne sera sans doute pas un des trophées de la diplomatie de l'ère Obama. Très mal préparé. On a vu certaines lacunes dans la représentation des grands pays du Golfe, et notamment celle du roi Salman d'Arabie Saoudite qui n'est pas venu, et d'autres chefs d'État qui ne sont pas venus. Et puis, sur le fond, je pense que les pays représentés, les pays du Golfe, sont rentrés chez eux avec un sentiment que le président leur a proposé très peu de choses pour les rassurer, très peu. Alors, puisque vous faites mention des participants à ce sommet, je me tourne directement vers vous, Daniel Eziri. Il y avait un grand absent à ce sommet. Oui, en effet, l'Arabie Saoudite était représentée, mais le roi Salman en lui-même a refusé l'invitation d'Obama quelques jours avant le sommet, on l'a vu. Bon, c'était un refus assez respectueux. La raison officielle de l'absence du roi était en fait le fait que le sommet coïncide avec la trêve au Yémen, qui a été installée au Yémen, et puis d'autres engagements. Là où l'Arabie Saoudite mène une coalition. Tout à fait, et où le désaccord avec l'Iran est très très vif sur ce sujet-là. Donc il a dit que c'était à cause de ça et qu'il avait d'autres engagements aussi, mais c'est vrai que certains ont vu ça comme limite une insulte à Barack Obama, à la personne de Barack Obama, et peut-être même du snobisme de la part du roi Salman. Il faut dire que l'Arabie Saoudite quand même est l'un des alliés les plus importants des États-Unis dans la région, donc c'était quand même un point sensible, même si la Maison-Blanche a dit qu'il n'y a aucune différence entre les opinions des Américains et de l'Arabie Saoudite. Certains disent, il faut le signaler, que peut-être des problèmes de santé du roi, enfin c'est les rumeurs habituelles qui sortent à chaque fois. Le problème est plutôt la santé des relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Je pense aussi. Il faut dire qu'il a quand même dépêché à sa place le prince héritier, donc il y avait quand même une représentation digne de l'Arabie Saoudite à Camp David. Mais il faut dire que c'est quand même l'absence du roi a souligné donc les divergences qui existent entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, en tout cas en ce qui concerne le dossier iranien. Daniel Chak, lorsqu'on voit les États-Unis signer d'un côté un accord avec l'Iran sur le nucléaire et de l'autre côté dénoncer le rôle déstabilisateur de l'Iran dans la région, il n'y a pas un côté hypocrite dans tout ça ? Non, c'est pas hypocrite, c'est que c'est un monde complexe et que les intérêts d'une grande puissance comme les États-Unis sont complexes aussi. Et sur un dossier, ils peuvent vouloir avoir un accord avec les Iraniens et sur un autre dossier, être en désaccord. D'ailleurs, heureusement qu'ils font la différence entre les différents dossiers. Mais je dois répéter que
que, franchement, c'est de l'amateurisme, ce qui s'est fait là. Et là, c'est le diplomate qui parle. Hein. On n'annonce pas un sommet tellement important sans savoir avec certitude qui viendra. Et surtout, on ne l'annonce pas avant d'avoir bien préparé avec chacun des partenaires du Golfe le fond, leur disant d'avance, le président va vous proposer 1, 2, 3, est-ce que cela vous convient, oui ou non? Et or, nous voyons que maintenant, autour du dossier du nucléaire iranien, le président Obama a 3 gros problèmes. Il a le problème avec l'allié numéro 1 au Proche-Orient, c'est Israël. L'allié numéro 2 au Proche-Orient, c'est l'Arabie saoudite. Et avec le Congrès à Washington. Alors, vous avez parlé justement des garanties qu'il voulait donner aux pays arabes pour les rassurer et pour les convaincre de venir à ce sommet. Il a proposé, je cite, un nouveau pacte de sécurité avec les pays arabes. Ça serait quoi ce nouveau pacte de sécurité? Justement, personne ne le sait. Et c'est d'une... La diplomatie, évidemment, c'est aussi l'art du flou. Je ne le contredis pas, mais plus flou que ça, c'est vraiment difficile. Certains ont appelé la création d'une sorte d'alliance comme avec l'OTAN. Justement que non. Les pays du Golfe avaient espéré ou avaient demandé une sorte de pacte de défense. Ce que les États-Unis, évidemment, oui, comme les États-Unis, ce que les États-Unis, évidemment, ne peuvent pas proposer. C'est trop compliqué sur le plan politique, de politique intérieure. Cela a comme implication que si un pays du Golfe serait attaqué, notamment par l'Iran, les États-Unis auraient l'obligation d'entrer en guerre. Ils n'ont eu aucune garantie. Hein, et là, c'est très vague. S'il y a un problème... D'abord, il a défendu, évidemment, l'accord en disant qu'il ne pensait pas que l'Iran allait se comporter de manière irrespectueuse de cet accord et de ses voisins. Et deuxièmement, il a dit que si jamais quelque chose arriverait, les États-Unis sauraient prendre les mesures nécessaires, etc., etc. Vraiment, on est dans le grand flou. Un mot de la fin, Daniel. Est-ce qu'on peut imaginer, soyons optimistes, un scénario dans lequel l'Iran rejoint le giron américain et se range totalement du côté des États-Unis grâce à cet accord sur le nucléaire? À long terme, moi je ne l'exclus pas du tout. Je pense que ça peut arriver. C'est un peu difficile d'entrevoir aujourd'hui, dans les réalités qui existent aujourd'hui, avec l'implication de l'Iran dans le terrorisme et la déstabilisation de la région. Mais d'ici 10 ans ou 15 ans, pourquoi pas? Merci beaucoup, Daniel Cheikh. Merci beaucoup, Daniel Ziré, de ces explications sur ce sommet de Camp David. Un deuxième séisme a frappé le Népal après le premier qui a fait des milliers de morts à travers le pays. Plusieurs États du monde avaient envoyé des équipes d'aide sur place. Israël est le pays qui a envoyé la plus grande mission humanitaire médicale avec plus de 120 médecins et paramédicaux. Lieutenant Libby Weiss, bonjour. Hello, thank you. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, vous étiez sur place. Quel était l'intérêt de l'armée israélienne d'envoyer une délégation ? Je pense que d'aller au Népal fait simplement partie de notre identité. Nous allons régulièrement dans des zones de crise partout dans le monde, aux Philippines, à Haïti, en Turquie. Pour nous, c'est naturel. Ça fait partie non seulement de l'éducation que l'on transmet à nos soldats et officiers dans l'armée, mais aussi de notre identité sur un plan national. Est-ce que vous, sur un plan personnel, vous avez hésité à partir ? Absolument pas. J'ai reçu un appel, on m'a dit « fais ta valise », elle était prête 20 minutes plus tard et j'étais prête. Je pense que c'était la même chose pour tous les autres membres de la délégation. Vous recevez l'appel et vous êtes prêt à partir. Je connais même beaucoup de gens qui se sont portés volontaires, ils voulaient faire partie de la délégation. Aucune hésitation. Ce n'est pas la première délégation à laquelle vous participez, vous étiez déjà allé sur d'autres terrains de catastrophes naturelles. En effet, je faisais aussi partie de la délégation aux Philippines il y a environ 1 an et demi. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure opportunité de faire l'expérience de ce que ça veut dire d'être soldat dans l'armée israélienne, de faire partie de quelque chose comme ça. Quelle était la différence entre la délégation israélienne au Népal et les délégations israéliennes envoyées dans d'autres catastrophes ? First of all, it was our largest delegation to date, so it was the largest in terms of manpower. We were 200. Premièrement, c'était notre plus grande délégation jusque-là. Nous étions environ 270 personnes. Donc en termes de chiffres, c'était la plus grande. Mais bien sûr, chaque catastrophe naturelle est différente. Les problèmes sur le terrain sont différents les uns des autres et notre activité est différente également. Alors parlons justement du Népal. On imagine que quand vous êtes arrivé sur place, la situation était chaotique. On le voyait dans les médias. S'il y a eu des situations que vous avez eu du mal à gérer?
Je pense que des crises de ce genre sont toujours difficiles. Même si vous vous préparez mentalement, vous n'êtes jamais prête à voir ça de vos propres yeux. Vous rencontrez des gens qui ont tout perdu, leur maison, les membres de leur famille, leurs amis. C'est tragique tous les jours, mais vous êtes sur place et vous vous concentrez sur l'aide que vous donnez. C'est comme ça que j'ai réussi à aller de l'avant et à gérer chaque jour. Quelle image vous gardez de vos 17 jours, je crois, au Népal? Je pense que je me souviendrai surtout des moments humains, de mes interactions avec les patients, des docteurs et infirmières qui ont construit des liens avec les patients et les liens entre nous, en tant que membres de la délégation. Ce sont ces petits moments d'humanité et d'espoir que je garde avec moi. Comment on revient à la routine et à une vie normale quand on a vu la mort d'aussi près et une situation aussi dramatique? C'est un processus très lent et très long. J'essaye encore de m'adapter. Je suis infiniment reconnaissante de l'électricité que j'ai, du toit au-dessus de ma tête, de l'eau fraîche que je bois. Je pense que c'est cette reconnaissance et cette appréciation que je garde avec moi au cours des semaines et des mois qui passent. Est-ce que des liens se sont créés entre les membres de la délégation? Absolument. Ce genre de conditions crée des amitiés fortes. C'est quelque chose que vous partagez et que les autres ne comprennent pas. Donc les membres de ma délégation vont bien sûr me manquer et on restera en contact et notre amitié va continuer à se développer. Merci beaucoup, lieutenant Libby Weiss, d'avoir été avec nous. Merci. À Chypre, un élan d'optimisme s'installe après la reprise des négociations de réunification entre les deux parties de l'île. Les dirigeants du Nord et du Sud se sont rencontrés sous l'égide de l'ONU après des mois de rupture. Avec nous pour en parler en duplex de Nicosie, Nathan Morelli, journaliste lauréat du prix Pulitzer. Bonjour. Ravi de vous parler. Est-ce que ce cycle de négociations entre Grecs et Turcs a une chance d'aboutir? Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, mais prudent. C'est comme ça que les Nations Unies décrivent ces pourparlers à chaque fois. Mais il y a en effet des éléments ici qui suggèrent que ce nouveau round de pourparlers ont une chance de réussir. Nous avons un nouveau envoyé spécial des Nations Unies à Chypre, Espen Barthe Hayde. C'est un diplomate très déterminé, talentueux et bien connecté. Il a exprimé sa détermination absolue à ce que ce processus fonctionne. Il a un rôle très important dans les négociations à Chypre. Nous avons un nouveau leader chypriote turc qui est modéré et qui veut aussi que ça marche. Il en est aussi de même pour le leader chypriote grec et président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades. Donc ce sont les trois hommes les plus importants dans ce processus et ils semblent avoir le même but. Mais en effet, je pense que jusque-là, il y avait des raisons, comme le dit l'ONU, d'être optimiste, mais prudent. Mais est-ce que ces négociations ne dépendent que de la Grèce et de la Turquie? Well, you know that's interesting because to hear a Greek foreign minister and a Turkish foreign minister. Vous savez, c'est intéressant parce qu'il est très rare de voir les ministres des Affaires étrangères turcs et grecs être sur la même longueur d'onde concernant Chypre. Ce sont deux pays très importants pour le problème de Chypre. La communauté grecque chypriote est constamment en consultation avec Athènes et il en est de même pour les chypriotes turcs et Ankara. Donc oui, les deux parties sont d'accord sur le fait que ce processus doit marcher. So yes, they are important, and it is important to see that they are both in agreement that this process should work. On a vu l'économie chypriote se développer. Vous l'expliquez comment? I don't think anybody was more surprised about the economy than the finance minister. I heard him on television. Je pense qu'il n'y avait personne de plus surpris par l'économie que le ministre des Finances. Je l'ai entendu parler à la télé et il y a plusieurs raisons de ces résultats positifs soudains. Premièrement, il y a le secteur touristique qui est en essor. Nous sommes dans la saison estivale ici à Chypre et les chiffres sont très bons, même si les touristes dépensent moins. Il y a aussi le secteur des services professionnels. En revanche, il y a des
mauvaises nouvelles du côté de la construction et du développement. Mais en général, si l'on prend en considération le fait que Chypre est en plein sauvetage économique et que le pays a connu une crise pendant 4 ans, les chiffres sont bons ici à Nicosie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.